Si vous cherchiez un produit capable de vous offrir productivité et en même temps confort de consommation de médias, ne quittez pas, cette vidéo est peut-être faite pour vous. J'ai regardé pour moi et mes besoins au niveau des Surface Pro et des autres constructeurs, mais on est sur des prix carrément supérieurs. Toutefois, j'avais envie de puissance et j'ai décidé de me tourner vers les alternatives chinoises pour voir si le jeu en valait la chandelle. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je vous propose de découvrir la marque chinoise Cube avec son Cube i7 en version Stylus. J'utilisais avant une Xiaomi Mi Pad première du nom, un format 8 pouces que j'affectionnais particulièrement pour son côté compact. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que pour la productivité, Android n'était pas forcément l'OS vraiment le plus adapté pour mes prises de notes, pour préparer les émissions sur Watch, mais également aussi pour rester connecté. Et j'ai donc décidé de repasser à un format 2 en 1 de 10 pouces avec cette Cube i7 qui me permettra justement de passer à Windows le moment où j'ai besoin vraiment d'agir, de prendre des notes et d'avoir un aspect vraiment productif par rapport à mon activité. Et la chance que j'avais, c'est également de pouvoir mettre du dual boot Android pour pouvoir me mettre de manière un peu plus détendue lorsque j'ai vraiment envie juste de faire de la consultation de contenu. Voilà, ou d'agir très rapidement, ou pourquoi pas même de jouer avec des petits jeux mobiles. Donc c'est vraiment un choix qui a été déterminant par rapport à ça. J'ai regardé malheureusement le prix des surfaces de Microsoft et il faut savoir que le prix baisse très peu. On a l'impression d'être comme sur des produits Apple qui décotent très peu. La Surface Pro 3, malgré l'arrivée de la 4, reste encore très cher à l'achat. Et tous les nouveaux arrivants sur le secteur avec Samsung et sa Tab S Pro et Huawei avec sa MateBook reste pour le moment un petit peu hors de prix pour moi. Donc j'ai décidé de repasser sur ce format-là. Un format également de 10 pouces. Alors le format de 10 pouces, il faut le savoir, c'est pas le format le mieux pour pouvoir travailler, mais c'est également quand même le bon compromis entre la taille et le poids, puisque forcément, si on passe à un format de 12 pouces, on aura quelque chose de plus lourd et lorsqu'on aura envie d'utiliser la tablette d'une seule main, ça sera vraiment plus compliqué. Donc voilà, j'ai décidé pour le moment de passer à cette Cube i7 2 en 1 que je découvre, une marque que je connaissais pas vraiment, enfin que je connaissais très peu. J'avais testé une seule de leurs tablettes et c'était une tablette en dessous des 100 € sur Android. Et là vraiment c'est un peu le baptême du feu pour Cube sur Rester Connecté, mais également le baptême du feu pour moi si le fait de sacrifier le prix, puisque là on est quand même sur des produits qui sont moitié moins chers, vaut le coup, ou si vraiment j'aurais dû attendre pour pouvoir économiser un peu plus de sous et pour passer sur un produit tel que Microsoft. Allez, je vous propose de parler maintenant de la fiche technique de cette Cube i7 Stylus et on va déjà commencer par les dimensions de l'appareil. On est sur 27,30 pour la longueur, on est sur 17,20 pour la largeur et on a une épaisseur de 1 cm. Au niveau de son poids, on est quand même sur 690 grammes, donc autant vous dire qu'elle a un poids plutôt conséquent. On ne s'amusera pas à la garder à une seule main toute la journée. Et avec le clavier, ça peut atteindre 1,2 kg, donc ça reste plutôt un poids conséquent. Alors il faut le savoir, c'est bien ici on parle d'une tablette PC, un véritable PC à l'intérieur. On ne peut pas la comparer vraiment à une tablette Android ou iOS parce qu'on est quand même sur des architectures qui sont complètement différentes. Au niveau de l'écran, on est sur un 10,6 pouces Full HD fait par Samsung, donc on n'a pas quelque chose de no-name. On en reviendra juste après sur l'écran. On a à l'intérieur de cette tablette, on a un Core M du modèle 5Y10, un modèle entrée de gamme, hein, je suis sur le Core M. Et on a également aussi 4 Go de RAM que l'on ne pourra pas étendre malheureusement. Pourquoi je vous dis ça? Puisque on a de base 64 Go de stockage et vous savez quoi? Je suis parvenu à ouvrir cette tablette. Alors c'est pas moi qui l'ai découvert par magie, hein, c'était en regardant les tests d'autres youtubeurs ou autres spécialistes
qui montrait qu'on pouvait ouvrir cette tablette et accéder au SSD, oui, parce que dedans, on n'est pas sur de la mémoire électronique comme on a sur nos appareils mobiles ou sur, par exemple, des tablettes qui sont sur Intel Atom. On a bien un SSD, alors au format assez différent. On est sur du mSATA. Vous aurez sûrement dans le lien de la description ce fameux SSD, la taille qu'il faut pour pouvoir le changer. Ça n'a pas été sans mal, elle s'ouvre plutôt facilement, mais par contre il faut être très soigneux parce que on peut vite la marquer. Ce qui m'est arrivé un petit peu, elle a pris quelques petits coups, même si ça reste très raisonnable. Et du coup, j'ai pu lui mettre 256 Go avec un SSD que j'ai acheté chez AliExpress. Je ne fais pas spécialement de la pub, c'est parce que c'était pour moi. Donc j'ai cherché au moins cher. Et également parce que c'est un format un petit peu spécial, mais sachez que vous pouvez regarder sur d'autres sites et vous trouverez pourquoi pas la possibilité de pouvoir étendre avec différentes tailles. Il y en a qui peuvent acheter du 512 si le cœur vous en dit, mais là pour l'instant je suis passé donc de 64 à 256 Go et c'est quelque chose qui aura son importance. Au niveau du Wi-Fi, on a du Wi-Fi N. Pas de Wi-Fi AC, donc ça c'est plutôt dommage. On a du Bluetooth 4.0. Pour ceux qui se poseraient la question, non, pas de GPS pour cette tablette. Et on a deux optiques. On a une optique de 2 mégapixels à l'avant. Autant vous dire que c'est pas de toute première qualité, vraiment. En tout cas, vous aurez sûrement quelques petites réflexions sur la qualité de la caméra. Elle est là, elle fait le job. On vous verra, on vous verra pas en mode Minecraft, je vous rassure. Et ce qui est déjà plus important, à l'arrière on a une caméra de 5 mégapixels, idem, elle n'est pas vraiment faite pour faire de la photo, mais elle peut être pratique pour rapidement prendre en photo un document que vous auriez besoin de retravailler après, qui restera à peu près lisible. Il faut être quand même dans de bonnes conditions d'éclairage, mais c'est très pratique par exemple pour un étudiant qui a besoin juste de prendre une photo et de pouvoir le garder par la suite, sinon oubliez. Si déjà vous ne faites pas de photos avec vos autres appareils, que ce soit Android ou iOS au niveau des tablettes, même si pour l'iPad Pro c'est bien différent, et sachez que celle-ci c'est la même chose, on ne fera pas mieux. Au niveau de la connectique, on a quelque chose aussi d'assez complet puisque tout en haut vous voyez le jack 3,5 mm, le port mini HDMI pour pouvoir le mettre sur une télé ou étendre l'affichage sur un écran, un lecteur de carte micro SD jusqu'à 128 Go puisque c'est ce que j'ai actuellement, un USB 3.0 de type micro B et le port propriétaire pour recharger et alimenter la tablette. Ensuite on trouve deux haut-parleurs qui proposent un son plutôt correct, mais bon, ça reste celui d'une tablette, en tout cas il ne sature pas. Voici ce que ça donne. Autant couper court au suspense tout de suite, l'écran de cette QB7 est vraiment très bon. Le rendu des couleurs est super. On est sur une dalle qui fait quand même 208 ppi, ce qui est vraiment pas mal dans ce monde des tablettes. C'est de l'IPS aussi, donc on a de très bons angles de vue. Et ce que j'aime particulièrement sur celle-ci, c'est vraiment sa gestion de la luminosité qui est capable de monter très haut pour pouvoir donner une dalle très lumineuse pour être lue même en plein soleil, et elle est capable de redescendre assez bas pour pouvoir éviter d'être trop agressive dans les endroits ultra sombres, ou si quelqu'un dort à côté de vous, il ne sera vraiment pas gêné. Moi je l'utilise par exemple dans les endroits les plus noirs à 25, dans les endroits lumineux, dans un style bureau etc, j'utilise vers 25-50, c'est assez lumineux pour moi. Et quand j'ai besoin de plus de pêche, on peut monter jusqu'au 100, et là pas de problème pour la lire même en extérieur, plein soleil. Donc voilà, c'est vraiment un point positif pour cette QB7. Alors qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cette Cube i7 Stylus? Qu'est-ce qu'elle a vraiment sous le capot? Il faut savoir qu'on est sur un Intel Core M 5Y10, autant le dire tout de suite. On est à la porte d'entrée de ces fameux Core M. C'est un Core M qui est sorti en octobre 2014, qui est un tout petit double cœur avec 4 cœurs virtuels, 4 threads. Et en termes de performance, on est quand même sur quelque chose de 2 fois supérieur à ce qu'on a sur un Intel Atom, les nouvelles générations, les Z8300 et j'en passe jusqu'au Z8007. On est quand même sur quelque chose de bien plus véloce. Au niveau de mes usages, j'ai réussi à faire un petit peu de montage vidéo, plutôt pas mal. On est capable aussi également de faire un peu de jeu. Le jeu n'est pas interdit sur cette machine, même s'il sera très modeste à l'image de son processeur.
j'ai réussi à faire tourner des classiques, hein, Left 4 Dead 2 qui est pas de toute première jeunesse, mais qui tourne comme une horloge sur le jeu en le mettant à 1200 par 800, c'est possible, en baissant un petit peu les résolutions. J'ai réussi à faire tourner des jeux un petit peu plus gourmands, typiquement le Tomb Raider, pas le dernier, hein, le premier de la nouvelle génération. Il tourne aussi également correctement en basse résolution. On est capable comme ça de faire tourner des petits jeux, donc c'est plutôt intéressant. Bon, la machine chauffe vite, très clairement, hein, quand on en est là. La machine va se mettre à chauffer très vite, on ne pourra pas non plus faire de longues sessions de jeu parce qu'au bout d'un moment, le Core M va s'essouffler. Mais en termes de mobilité, quand on a envie de jouer un petit peu parce qu'on est loin de son PC principal, ça reste une bonne alternative. Il faut savoir qu'il y a pas mal de concurrents qui proposent de ce type de machine. J'ai été chercher moi du côté de chez Apple parce que je me souviens qu'en 2015, Apple avait annoncé un MacBook Intel Core M qui était un 5Y31. On est sur des performances à 20% supérieures. C'est pas non plus un monde, et on est quand même sur une machine qui est encore vendue dans les alentours de 1200 €. Je l'ai vu sur matériel.net encore à ce prix-là. Donc pour une configuration qui a 8 Go, alors ici on est sur 4. Et en termes de disque, et ben moi j'ai augmenté le mien, je suis à 256 Go, mais on est sur une machine, allez, qu'on va faire monter environ, on pourra faire monter jusqu'à 400 € aujourd'hui vu le prix qui a baissé. Et donc voilà, ça fait quand même réfléchir, même si on n'est pas du tout sur le même environnement et que les gens qui sont pro macOS ou OS X n'iront peut-être pas chez Windows, mais en tout cas, voilà, à ce niveau-là, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire au niveau de la puissance. Concernant l'autonomie, on est sur une batterie de 4500 mAh. Alors, faut le dire tout de suite, on n'est pas sur des monstres d'autonomie. J'ai réussi à tenir environ 5h30, 5h, 6h en fonction de mes usages, souvent en lançant plusieurs onglets sur Chrome, regardant souvent des vidéos YouTube. Je joue pas vraiment avec et j'arrive, j'ai joué un petit peu et j'arrive à cette autonomie qui est environ entre 5h et 6h, grosso modo dans la moyenne. Vous allez me dire qu'une heure c'est beaucoup, mais c'est en fonction des usages. Voilà, donc j'ai envie de dire que c'est plutôt bien, même si on n'est pas sur une journée complète. Il faudra quand même avoir son chargeur constamment sur soi si on veut pouvoir tenir la journée avec cette tablette. Mais ça reste relativement bien par rapport aux usages que j'attendais de celle-ci. Ce qui m'embête un peu plus, c'est la recharge. La recharge qui, elle, prend 4 heures. C'est quand même très long, même si apparemment c'est pas non plus une moyenne rédhibitoire par rapport à d'autres concurrents. Voilà, donc il faudra avoir son mal en patience. Quand on la branche vraiment. Donc voilà ce qu'il en est au niveau de l'autonomie. On va parler maintenant un petit peu des accessoires qui ne sont pas fournis avec cette tablette. Comptez 300 € un peu pour la Cubicette et il va falloir ajouter environ une quarantaine, 50 € pour le clavier, si c'est pas un petit peu plus. Mais voilà, grosso modo, c'est le prix. Alors, on va parler rapidement du clavier. Le clavier est plutôt bon. On a une frappe assez confortable. On est très très loin de ce qu'on a, par exemple, sur une Surface Pro. On a quelque chose de métallique qui épouse bien les matériaux utilisés par la tablette. En dessous c'est du métal, au-dessus c'est du plastique et on est plutôt bien, on a un clavier plutôt complet. Il faut savoir par contre que le clavier est en QWERTY de base et que moi j'ai simplement acheté des petits stickers à coller par dessus qui m'ont coûté 1 € pour le transformer en AZERTY. Ça c'est la bonne nouvelle. Par contre on est un petit peu déçu pour le clavier puisqu'on a là avec 2 ports USB 2.0 seulement. On aurait voulu avoir du 3, c'est pas le cas. Après, c'est pas rédhibitoire concernant l'acquisition de ce clavier. Faut savoir que la Cubicette sans son clavier est très 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 justifiable au niveau de son achat parce que Windows est plus confortable au clavier. C'est très très compliqué d'une utilisation 100% tactile. Donc, je vous le recommande. Il faut savoir également qu'il a un trackpad qui est très mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il est trop petit. Sinon au niveau de l'appui c'est plutôt confortable et du glisser c'est pas mal. Mais par contre c'est trop petit et on a tendance à s'emmêler entre le clic droit et le clic gauche qui sont assez proches l'un de l'autre. Donc privilégiez la souris, oubliez le trackpad, il n'est pas assez convaincant.
Maintenant, avec ce clavier, on a quand même un petit coin qu'on pourra ranger le stylet. Et je vais vous parler maintenant de ce stylet. Stylet qui utilise une technologie Wacom. L'écran possède 1024 points de pression. Et autant vous dire tout de suite, j'ai été plutôt séduit par ce stylet. On a la possibilité donc d'écrire ses notes. C'est un exercice que je préfère à la frappe du clavier parce que comme ça, je retiens plus facilement ce que je suis en train d'écrire que plutôt ce que je suis en train de taper. J'ai été séduit par son utilisation, donc une mine qu'on met en plastique dessus, donc c'est pour ça que je recommande encore une protection écran, que ce soit un film protecteur ou un verre trempé pour ne pas rayer la tablette. Et voilà, et pour le reste c'est plutôt bon. On peut également gommer en retournant le stylet et c'est un peu comme le crayon de papier avec la mine au bout et la gomme au dessus. Ça marche dans le même principe et c'est très efficace. C'est très très bien pensé et j'avoue que j'ai été complètement séduit par l'écriture et l'utilisation du stylet qui m'a donné toute satisfaction. En plus, quand on pose la main sur l'écran, elle est rejetée une fois qu'elle détecte l'embout du stylet, donc on peut poser sa main et c'est plutôt bien. Par contre, pas très efficace malheureusement, enfin, il est pas totalement parfait dans le sens, ce que je voulais dire, c'est que j'ai poussé le test un peu plus loin. Et mon neveu qui est dessinateur en herbe, amateur, qui dessine plutôt pas trop mal, je le remercie d'ailleurs, à Baptiste, il n'a pas été convaincu pour le dessin. C'est-à-dire que malheureusement, il faut prendre un coup pour bien sentir que la main, que la paume est rejetée quand on dessine. Mais il a eu des petits soucis voilà, de familiarisation. Il n'avait jamais testé non plus de tablette pour le dessin. Je ne sais pas ce que ça donne chez la concurrence, mais preuve en est que parfois ça avait tendance lorsqu'il passait sa main, ça dessinait une trace juste avant. Ça manquait de précision. Bref, ça a été une bonne prise de tête et on a refait plusieurs essais pour vraiment s'assurer que c'était pas convaincant à ce niveau-là. Et je vous le dis, le verdict tombe, c'est pas convaincant. Sachez que le stylet, lui, coûte une trentaine d'euros. Donc bon, pour un stylet qui est passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pile à recharger, pas d'appairage à faire ni avec le Bluetooth ni etc. Il est automatiquement détecté par l'écran. Ça c'est plutôt bien. Voilà, c'est peut-être un petit peu cher, mais bon, surtout pour du matériel chinois, on est habitué à des prix bien plus agressifs, mais bon, en tout cas, il est plutôt de qualité et vient se ranger parfaitement dans son clavier. Donc moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Petite surprise aussi sur le gâteau, si vous regardez d'autres vidéos sur YouTube sur cette Cube i7, vous verrez que certains ont utilisé le stylet du Galaxy Note et ça marche, c'est compatible, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Grosso modo, j'ai envie de vous dire, le clavier est plutôt bon, et voilà, il a une bonne utilisation. On oublie le trackpad, pour le dessin on oublie également, et pour l'écriture on reste sur une note très très bonne dans laquelle moi j'ai été complètement conquis. Autre chose qui m'ont fait choisir cette tablette, alors il faut savoir que en ce moment les constructeurs chinois ont tendance à proposer des tablettes 2 en 1 et un petit peu quelques temps après à nous sortir une version ou à mettre à la proposition au niveau d'une mise à jour, d'ailleurs je ne vais pas être médisant, une version dual boot, c'est-à-dire avec la possibilité d'avoir Windows et Android dessus. Ce n'est pas le cas pour cette Cube i7 Stylus. Cube n'a pas proposé officiellement de dual boot, mais nos amis de chez XDA, eux, n'ont pas tardé à réussir à nous faire un petit portage d'Android. Je vais vous parler un petit peu rapidement de cette partie. Il n'y a pas grand chose à en dire. Il faut savoir qu'on a une version stock sous Marshmallow, donc j'ai la dernière version, c'est vraiment bien. C'est très important d'ailleurs pour nous les geeks d'avoir cette dernière version. C'est un portage qui a été fait par XDA. On en est à la version bêta 3 et en fait on a la chance aussi également d'avoir intégré directement le Play Store, donc il n'y a pas besoin de faire X manipulation. Maintenant, il faut le savoir, je viens de vous le dire, c'est une bêta, donc il y a aussi des contreparties qui vont avec. On a notamment malheureusement une autonomie qui est vraiment pas très bonne, c'est-à-dire que au bout d'une heure, je pense, j'ai pas vraiment fait attention, mais à peu près au bout d'une heure, la batterie va s'essouffler rapidement, ça chauffe pour rien aussi malheureusement. Et c'est vrai que quand on a Android, on l'utilise, on a plus tendance à la prendre à la main que finalement à la laisser sur son cover clavier. Donc ça c'est aussi des petits soucis. Après c'est rien de vraiment handicapant, on peut quand même l'utiliser.
c'est bien pour l'utiliser un petit peu le soir avant d'aller se coucher ou rapidement pour faire une consultation sur internet. Le tactile sur Android est vraiment bien meilleur que sous Windows 10. Donc c'est pour ça que j'affectionne les deux. Et en plus, on retrouve l'intégralité du Play Store. Alors, quelques applications ne fonctionnent pas. J'ai testé quelques benchmarks pour vous. Il y a Epic Citadel qui n'a pas marché, Geekbench non plus qui ne m'a rien donné. Par contre, on a AnTuTu et en termes de performance, faut le dire, ça tue. Puisqu'on atteint des scores qui vont jusqu'à 130 000, on a pratiquement le même score qu'un Galaxy S7. Donc du coup, il y en a sous le capot à revendre et ça, c'est vraiment très très bien. Au final, ce Dual Boot Android, moi, me donne satisfaction parce qu'en fait, on a vraiment la possibilité de l'utiliser comme ça ponctuellement lorsqu'on a envie vraiment de faire de la consultation de contenu plus que pour un usage intensif et essayer de forcer Android à se rendre productif. Pour le reste, tout fonctionne, on a bien de l'accéléromètre, le Bluetooth, on a le Wi-Fi. Alors on a un léger bug sur le Wi-Fi, c'est que parfois quand on l'allume, il faut juste lui spécifier le point d'accès sur lequel il faut qu'il se connecte. Il n'y a pas besoin de rentrer le mot de passe, mais bien lui dire d'aller se connecter sur tel point Wi-Fi, le mot de passe est bien enregistré. Ce qu'on espère bien entendu, c'est que XDA continue le développement de cette QB7, malgré qu'elle a déjà un successeur, et qu'on arrive à une version quasi parfaite, ce qui serait vraiment un pur bonheur avec une bonne autonomie. On arrive enfin à la conclusion de ce test de la QB7. Alors, la question initiale, c'était est-ce une si bonne affaire que ça? Pour vous donner mon sentiment, la réponse elle est plutôt positive. C'est-à-dire que j'ai pas assez de recul parce que je n'ai pas testé de Surface Pro et j'ai pas le recul nécessaire en fonction des qualités et surtout des défauts qu'ont les deux appareils. Donc celui-ci, cette QB7, n'a pas que des qualités, elle a aussi des défauts. On a des petits soucis au niveau du tactile notamment qui parfois, sous Windows uniquement, bizarrement, a du mal à se réveiller, a du mal à prendre. Donc du coup, un simple reboot suffit. Il faut savoir que quand j'ai ce petit souci, le stylet, le tactile du stylet fonctionne bien, le clavier souris fonctionne très bien. Donc c'est un truc un peu étrange. Alors soit il suffit que je reboot, soit que j'attends un petit peu et ça se réveille. C'est un peu aléatoire ce petit souci de dalle tactile. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je ne l'ai jamais constaté sur Android. Alors Android, on en a parlé, il n'y a pas que non plus des qualités, c'est une version bêta, donc avec tout ce qui va avec, mais globalement, j'en ressors avec une expérience positive. Bref, cette machine, elle est plutôt polyvalente parce qu'au final, elle m'offre la possibilité de surfer sur deux OS différents, dont un que j'affectionne particulièrement, Android, vous le savez si vous regardez l'école des fanboys, et également assez de polyvalence en termes de puissance pour pouvoir faire un peu de tout, un peu de montage, un peu de jeu et de la productivité, etc. Bref, je suis assez conquis, je n'ai pas la possibilité financière de m'offrir une Surface Pro 4, peut-être que ça viendra un jour, ou un Huawei MateBook, ou une Galaxy Tab Pro S. J'ai pas, voilà, c'est des sphères de prix qui sont pour moi trop conséquentes, mais avec cette QB7, j'ai la sensation de pouvoir faire ce que font les concurrents pour beaucoup moins cher. Alors certes, le design il n'est pas aussi beau, mais en même temps, j'ai eu la possibilité d'augmenter l'espace de stockage. Voilà, vous l'aurez compris, je suis assez enthousiaste sur cette QB7. Voilà, il n'y a pas que des qualités, il y a aussi des défauts, mais globalement, je ne regrette pas mon achat. À vous de me dire, vous, dans les commentaires, vu selon test détaillé, si vous avez, vous, de votre côté, voilà, des choses à reprocher en plus que je n'aurais peut-être pas vu. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Cube fait de bons appareils parce que c'est comme le deuxième appareil que je teste et effectivement, j'en ressors globalement avec une impression de satisfaction et une impression de me dire que ce constructeur chinois est quand même assez sérieux dans sa fabrication, même pour des tablettes à très bas prix. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour cette QB7 que vous pouvez trouver aux alentours de 300 €. Alors il faut compter un petit peu avec le clavier et le stylet, mais globalement autour peut-être des 350 €, on peut la trouver parce que vous le savez, elle a été remplacée, je l'ai dit, par la QB9. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce. Si ce n'est pas le cas, l'autre pouce. Mais surtout, laissez-nous un commentaire pour justifier votre choix, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés.